Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h au sommaire de l'actualité internationale de ce vendredi 16 mai. L'ensemble de la bande de Gaza sous un déluge de feu au 60e jour de la reprise du génocide sioniste. Une escalade sans précédent qui dure depuis 4 jours. Bilan de la journée, plus de 109 martyrs et 216 blessés. En parallèle à l'intensification de l'agression à Gaza, l'entité sioniste prépare l'annexion de terres en Cisjordanie via un plan censé manipuler le cadastre et contourner les accords d'Oslo. Ce sera le grand angle de ce journal. À la veille du coup d'envoi du 34e sommet de la Ligue arabe en Irak, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'entretient à Bagdad avec un bon nombre de ses homologues. Kiev et Moscou autour d'une même table pour négocier un plan de paix à Istanbul. Le conflit en Ukraine semble prendre un tournant décisif au premier acte de pourparlers trilatéral avec à la clé la décision d'échanger 1000 prisonniers de chaque côté. Madame, monsieur, bonsoir. La barbarie dans son plus simple appareil à Gaza au 60e jour de la reprise du génocide sioniste. Une journée particulièrement sanglante avec un bilan à la hausse. Pas moins de 109 martyrs palestiniens et 216 blessés ont été signalés par les autorités sanitaires de Gaza durant les dernières heures. Le bilan global de l'agression sioniste sur l'enclave palestinienne s'élève en ce vendredi 16 mai à 53 119 martyrs et 120 214 blessés. La machine de guerre sioniste hors de tout contrôle, des bombardements ciblés aujourd'hui l'ensemble des régions de la bande de Gaza avec des massacres commis au nord, à Jabalia, à Beit Lahia, à Deir el-Balah au centre, mais surtout à Khan Younes et Nusayrat au sud de l'enclave palestinienne où les raids de l'armée d'occupation se sont poursuivis toute la journée. Les images qui nous parviennent de Gaza témoignent de l'horreur vécue par les Palestiniens à la suite de l'intensification de l'agression sioniste durant les derniers jours. Les chiffres officiels font état de 109 martyrs signalés depuis les premières heures de cette journée sanglante. Je vous le disais à l'instant, le nord de la bande de Gaza paie un lourd tribut de martyrs au cours de cette escalade d'une violence inouïe. Au moins 110 martyrs ont été tués par l'entité sioniste en 12 heures seulement. Le nord de la bande de Gaza à feu et à sang, notamment Jabalia, devenu l'épicentre des attaques sionistes. Et c'est ainsi que les hôpitaux de Gaza, eux-mêmes plongés sous un déluge de feu, pas moins de 250 Palestiniens ont été transportés vers les hôpitaux en à peine 36 heures. C'est ce qu'a déclaré le directeur des hôpitaux de campagne à Gaza, qui ajoute que 120 personnes sont toujours portées disparues. Au moins 45 enfants sont tombés en martyrs au cours des 2 derniers jours. À noter aussi que 60% des médicaments et 80% des dispositifs médicaux ont été détruits lors des attaques de l'armée sioniste sur les hôpitaux gazaouis. Souvenez-vous, c'était il y a 4 jours, l'hôpital européen de Gaza pratiquement détruit par un bombardement sioniste. Depuis, d'autres structures sanitaires sont systématiquement ciblées par l'entité sioniste. Objectif, anéantir toute capacité de venir en aide aux victimes civiles et mettre à genoux un système de santé à bout de souffle. Le dernier hôpital de Gaza fournissant des soins cardiaques et de cancérologie a cessé de fonctionner ce vendredi à la suite d'une attaque sioniste, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. Son chef a précisé que sa fermeture a interrompu des services vitaux, notamment la neurochirurgie, les soins cardiaques et les traitements du cancer qui ne sont pas disponibles ailleurs dans la bande de Gaza.
Cette fermeture met également fin au rôle de l'établissement en tant que plaque tournante pour les évacuations médicales, ce qui met à rude épreuve un système de santé déjà débordé. Ceci se produit alors que les hôpitaux de Rza essuient pour le 4e jour consécutif des bombardements de l'armée sioniste dans ce qui s'apparente à une stratégie manifeste d'aggraver la situation humanitaire au sein de la bande de Rza. Médecins sans frontières a également condamné les conséquences de cette fermeture. L'une des dernières bouées de sauvetage du système de santé de Rza volée en éclats, a déclaré l'ONG sur la plateforme X, précisant que l'hôpital Nasser était désormais le seul à fonctionner à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. D'autre part, le directeur de l'hôpital indonésien du nord de Rza, Marwan Sultan, a déclaré ce vendredi que la situation à l'intérieur de l'hôpital est catastrophique. Après une nuit sanglante de massacres contre des civils palestiniens, les environs de l'hôpital ont été soumis à des bombardements provoquant l'effondrement des plafonds et l'apparition de fissures dans les murs. Les actions de l'ennemi sioniste ciblant les services de santé essentiels et le personnel médical s'apparentent à des tactiques génocidaires, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. Ces mêmes actions comprennent des actes de torture, d'exécution, de destruction d'équipements médicaux vitaux et le déclenchement d'incendies dans le but de détruire des hôpitaux. Le bureau sioniste cherche à mettre tous les hôpitaux de Rza hors service. Il s'agit d'une volonté délibérée de priver le nord de Rza des services de santé essentiels et de forcer la population à se déplacer. Des crimes abominables commis par l'armée d'occupation qui vise à détruire les hôpitaux dans le cadre d'un plan d'extermination. La destruction délibérée d'infrastructures sanitaires constitue un acte de punition collective considéré comme un crime de guerre selon le droit international. L'entité sioniste, en ciblant les infrastructures de santé à Rza, a pour but de pousser les Palestiniens à quitter leurs terres. Pendant ce temps, la Cisjordanie occupée reste dans le collimateur de l'entité sioniste qui use de nouveaux subterfuges pour légitimer l'annexion de nouvelles terres palestiniennes. Zoom ce soir sur un plan machiavélique et qui pourrait sonner le glas du cadastre établi par les accords d'Oslo. L'histoire contemporaine de la Palestine s'écrit désormais à l'encre froide de l'administration foncière. Dimanche 12 mai 2025, le cabinet de l'entité sioniste a franchi un pas inédit vers l'annexion formelle de la Cisjordanie occupée, en votant le transfert à l'occupant seul le pouvoir d'enregistrement des terres dans la zone C, qui représente plus de 60% des territoires cisjordaniens. Cette décision transforme un mécanisme juridique en une arme de dépossession massive, assénant ainsi le coup fatal à ce qui reste des accords d'Oslo et du droit international humanitaire. Sous couvert de l'égalité bureaucratique, l'entité sioniste impose de jurer le contrôle absolu sur les terres occupées, invalidant tout enregistrement foncier réalisé par l'État palestinien. Ce qui signifie que les documents ottomans, les actes jordaniens, les cartes établies par les institutions internationales ou locales, tout cela devient désormais juridiquement nul et non avenu. Cette logique de spoliation massive des terres occupées n'est pas sans rappeler celle des anciennes puissances coloniales, notamment en Algérie lorsque la France coloniale a mis en place la loi Warnier en 1873, ou encore en Afrique du Sud lors du régime de l'apartheid avec le Native Land Act de 1913. Autrement dit, cette expansion de l'entité sioniste dans la zone C s'inscrit directement dans cette tradition coloniale, en reprenant presque point par point ses pratiques historiques, mais dans un contexte moderne, lui permettant de déposséder les Palestiniens en transformant la terre en propriété abstraite, chiffrée, privatisée, donc saisissable. La rhétorique de l'entité sioniste parle d'ordre juridique, de rationalisation, de régularisation, mais il s'agit au fond d'une stratégie d'accaparement. Une entreprise de reconfiguration démographique et territoriale menée par le sionisme dont les visages modernes sont Netanyahou ou Smotrich, s'inscrivant dans un projet messianique d'appropriation de la terre en nom de l'épuration ethnique. Cette annexion signe non seulement la mort clinique des accords d'Oslo, ces derniers survivant jusqu'ici comme une fiction diplomatique, mais ils sont également un acte de guerre contre le peuple palestinien et la communauté internationale.
Et pour plus de détails sur ce plan sioniste visant l'annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie, accueillons en direct depuis Ramallah Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Professeur Chihab, bonsoir. Est-ce que ce plan, s'il venait à être appliqué, mettrait fin au plan cadastral établi par les accords d'Oslo? Est-ce aujourd'hui un risque majeur sur l'intégrité territoriale de la Palestine et de la solution à deux États? Tout à fait. D'abord, les accords d'Oslo sont morts depuis un quart de siècle, 25 ans. Depuis l'invasion de l'armée israélienne dans les territoires en Cisjordanie en l'an 2000, il y a 25 ans, les accords d'Oslo ne sont plus respectés. Personne ne respecte les accords d'Oslo. Et sur la solution de deux États, la force d'occupation a fait tout pour avorter. Aucun critère juridique et politique peut être valable pour créer un État palestinien dans les territoires de Cisjordanie. Oui. Ces lois-là, lois de propriété, c'est pour faciliter la possession, l'annexion des terres par le colon. Avant, il y avait un peu de difficultés pour posséder directement. Ils sont en train aujourd'hui d'annexer et de voler directement tous les territoires qu'ils trouvent accessibles à côté des grandes colonies. Ils ont contrôlé et volé des territoires plus que les territoires qu'ils ont volés depuis 30 ans, Oui. dans ce gouvernement d'extrême droite. Et cette loi est pour accélérer la possession des territoires palestiniens. Mais si on parle sur la solution de deux États, on est très très loin. C'est-à-dire ça devient la solution de deux États une lésion pour juste donner une fausse espoir qu'il y aura peut-être une solution, sauf en cas de gagner la guerre contre cette entité sionisme. À part ça, il n'y a aucune chance d'avoir une possibilité de faire une solution de deux États. Merci Amjad Chihab. La solution de deux États, en l'occurrence prise en otage par l'entité sioniste et ses agissements criminels, notamment à Gaza et en Cisjordanie. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Vous étiez en direct avec nous depuis Ramallah. Sans transition, à la veille de sa participation au 34e sommet de la Ligue arabe à Bagdad en Irak, le représentant, le président Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, a tenu une série de rencontres avec ses homologues aujourd'hui, tunisiens, mauritaniens, somaliens, djiboutiens, ainsi qu'avec l'envoyé spécial du président russe chargé du Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Les entretiens ont été axés sur un certain nombre de dossiers d'intérêt bilatéral et régional en lien avec les questions arabes et africaines du moment. Et les travaux de la 4e édition du Forum international vers le Sud ont débuté vendredi à Sorrente, en Italie, avec la participation du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, ainsi que des énergies renouvelables algérien Mohamed Arqab, avec pour thème central la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socio-culturelle en Méditerranée. La vision algérienne en matière de transition énergétique dans la perspective du développement, ainsi que la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable dans la garantie de la sécurité énergétique régionale à travers des projets de coopération et d'intégration énergétique ont été présentés par le ministre algérien. Et la caravane de la liberté emmenée par la militante pour les droits du peuple sahraoui Claude Mongin est arrivée à la ville d'Alicante en Espagne, accueillie par des syndicalistes et des militants pour les droits du peuple sahraoui. Je vous propose d'écouter une déclaration à la suite, bien entendu, de l'accueil de la militante pour les droits
Sahraoui, Claude Mangin. Cet après-midi, nous avons eu une réunion mémorable qui représente le passé, le présent et l'avenir. Un avenir qui, nous l'espérons, apportera de bonnes nouvelles en ce qui concerne la liberté des prisonniers politiques et appelant le Maroc à revoir sa position quant au dossier sahraoui. Et nous espérons que de l'Espagne, la France et d'autres pays influents diront stop non seulement à l'oppression subie par les Sahraouis, mais qu'ils prennent position pour le droit des Sahraouis à jouir de leur territoire et de l'autodétermination. L'Afrique subsaharienne et son potentiel économique tapent dans l'œil des investisseurs européens, y compris des institutions comme la Banque européenne de reconstruction et développement. La BERD prévoit de s'établir dans cette région stratégique du continent africain après le feu vert de ses actionnaires. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement amorce une nouvelle phase de son expansion en Afrique subsaharienne avec l'adhésion récente du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Cette décision entrera en vigueur en juillet prochain, date à laquelle la BERD commencera à investir dans ces trois pays. Cette démarche marque un tournant stratégique pour l'institution financière historiquement concentrée sur l'Europe de l'Est. Le Bénin a ouvert la voie en devenant en mai 2024 le premier pays d'Afrique subsaharienne à intégrer la BERD en tant qu'actionnaire. Cette adhésion permet au pays de bénéficier de financement et de l'expertise de la banque pour soutenir la transformation structurelle de son économie et dynamiser le secteur privé. Le Nigeria, quatrième puissance économique d'Afrique, voit dans cette adhésion une opportunité de renforcer son engagement en faveur d'une croissance portée par le secteur privé, d'infrastructures durables et d'une économie plus verte. Cette ouverture de la BERD à l'Afrique subsaharienne s'inscrit dans une stratégie d'expansion limitée et progressive approuvée lors de l'Assemblée annuelle de la Banque en mai 2023 à Samarcande. L'institution prévoit d'intégrer jusqu'à 6 pays de la région d'ici 2030 avec des investissements débutant à partir de 2025. Les pays candidats doivent démontrer leurs engagements envers les principes de démocratie multipartite, de pluralisme et d'économie du marché. Je vous en parlais en titre, il s'agit peut-être d'un point de bascule dans le conflit ukrainien. Kiev et Moscou autour d'une même table. Qui l'eût cru? Il y a quelques mois seulement, les négociateurs russes et ukrainiens se sont rencontrés à Istanbul ce vendredi lors de leur premier pourparlers de paix direct depuis plus de 3 ans, sous l'insistance du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit. Ces pourparlers de paix se tiennent sous la supervision de la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan a déclaré qu'il était crucial de parvenir à un cessez-le-feu au plus vite. Cette réunion constitue le premier contact direct entre les parties depuis mars 2022. Nous devons saisir cette occasion pour avancer sur la voie de la paix. Chaque jour de retard entraîne des nouvelles pertes en vie humaine. Chers invités, alors que la guerre continue de faire des victimes, il est crucial qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre au plus vite. Nous avons également l'occasion d'obtenir un cessez-le-feu par la négociation. Et Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe aux négociations de paix en Ukraine à Istanbul, a déclaré vendredi, après les négociations, que Moscou était satisfait des résultats et était prêt à continuer à discuter avec Kiev, en précisant que la partie ukrainienne a demandé des négociations directes entre les dirigeants des États. Sur quoi avons-nous convenu? Premièrement, dans les prochains jours, un échange de prisonniers de guerre à grande échelle. 2000 prisonniers chacun aura lieu. Deuxièmement, la partie ukrainienne a demandé des pourparlers directs entre les dirigeants des États. Nous avons pris cette demande en considération. Troisièmement, nous avons convenu que chaque partie présenterait sa vision d'un éventuel cessez-le-feu futur et la détaillerait. Une fois ces projets présentés, nous estimons qu'il est raisonnable de poursuivre nos discussions. Cela a également été négocié.
Dans le cadre de ces négociations, la Russie et l'Ukraine ont convenu d'échanger 1000 prisonniers de guerre de chaque côté, a déclaré vendredi le ministre de la Défense Rustem Umerov à la télévision ukrainienne, alors que les pourparlers à Istanbul se terminent. Si l'échange a lieu, il s'agirait du plus grand échange de prisonniers en plus de 3 ans depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. Notre réunion est terminée. L'ordre du jour communiqué à nos forces et à nos partenaires prévoyait de discuter d'abord du cessez-le-feu, ensuite du volet humanitaire et des échanges et enfin d'une éventuelle rencontre au niveau des dirigeants. Nous avons donc convenu d'échanger 1000 personnes et travaillons sur d'autres modalités. Nos collègues sont en contact et nous échangerons tous les documents. Nous devons maintenant procéder à un échange et nous vous informons bientôt de la suite des événements. Merci beaucoup. Sans transition, Pologne, le peuple polonais a rendez-vous avec les urnes dimanche prochain pour choisir un président. Le pays qui devient une attraction au sein de l'UE pour ses progrès économiques se trouve face à un dilemme, plus ou moins d'Europe, face à un contexte géopolitique des plus clivants. J-2 en Pologne avant les élections présidentielles. Un scrutin à fort enjeu bien au-delà des frontières nationales car selon les observateurs, le résultat pourrait modifier profondément les équilibres au sein de l'Union européenne. Pendant 8 ans, le pays a été dirigé par le Parti conservateur Droit et Justice. L'arrivée au pouvoir de Donald Tusk en 2023 a marqué un tournant, mais l'équilibre politique du pays dans un contexte géopolitique des plus difficiles reste fragile. J'espère que tout le monde votera pour une personne qui veut le bien du peuple polonais, qui ne veut pas nous voler, mais surtout qui veut nous aider, nous comprendre, nous les Polonais, et améliorer notre vie. Face à cette ligne, l'opposition centriste propose un changement de cap. Davantage pro-européenne, elle veut rétablir la confiance avec l'Union et joue un rôle plus actif dans la coopération régionale. La victoire de Rafał Trzaskowski soutiendrait la politique actuelle du gouvernement visant à renforcer nos relations européennes, notamment en soutenant l'idée de créer ou de renforcer un système de défense européen commun. Collaborer avec nos partenaires européens à cet égard signifierait probablement la poursuite de la politique du gouvernement actuel visant à renforcer le contrôle de la frontière avec la Pologne. Membre clé du flanc est de l'Union européenne, la Pologne est aussi un acteur stratégique et un maillon central pour l'équilibre du continent européen. Se trouvant aux portes de l'Eurasie, son orientation politique influencera les choix européens en matière de défense et d'énergie. Mais la Pologne est aujourd'hui un acteur économique important, enregistrant le meilleur taux de croissance au sein d'une Europe qui a du mal à repartir économiquement. Le pays mise également sur le renouveau en s'ouvrant à de nouvelles perspectives, notamment en Méditerranée, pour tenter de trouver des alternatives énergétiques susceptibles de soutenir son développement. Du côté de Varsovie, c'est plus qu'un président qui sera élu dimanche prochain, mais c'est une certaine vision de l'Europe et au-delà qui se joue dans les urnes. Un mot sur le chômage en France. Il est en hausse, il progresse de 0,1 point de pourcentage au premier trimestre 2025 pour atteindre 7,4%. Annoncé vendredi l'INSEE, le nombre de personnes sans emploi qui sont en recherche d'un emploi et sont immédiatement disponibles sur le marché du travail a augmenté de 64 000 par rapport au quatrième trimestre 2024 à 2,4 millions de personnes. Et puis terminons ce soir avec une participation déjà remarquée de l'Algérie à l'exposition universelle Expo 2025 Osaka au Japon. Le pavillon Algérie est une occasion pour les visiteurs de découvrir la profondeur civilisationnelle de l'Algérie et de connaître les atouts économiques et touristiques dont elle dispose, ainsi que les opportunités d'investissement offertes. J'ai vu plusieurs choses à propos de l'Algérie, c'était très intéressant. J'ai appris que l'Algérie est un pays de grande civilisation. C'était une excellente occasion de connaître ce pays. Je suis là à l'exposition universelle pour voir le pavillon de l'Algérie qui est magnifique
et qui résume bien l'histoire très ancienne de l'Algérie et surtout la capacité de l'Algérie à investir dans le futur et le poids qu'a l'Algérie en Afrique et dans le monde entier. C'est un très beau pavillon et très fier de l'avoir vu aujourd'hui. Et à la fin de ce journal, la suite avec l'échiquier international présenté par Leila Guertal.